Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le webinaire Les jeudis de la recherche paramédicale. Ma vie de chercheur est présentée aujourd'hui par Magali Granger, infirmière en hématologie adulte au CHU de Rennes. Alors, d'ores et déjà, j'en profite pour renouveler mes sincères félicitations à Magali qui a obtenu lors des 5e journées francophones de recherche en soins le prix du public du meilleur poster pour un poster qui est affiché derrière Magali et dont elle nous parlera. Et avant de commencer, j'aimerais préciser deux, trois petits points. Concernant l'audio, vous avez deux choix, audio ordinateur ou appel téléphonique. Cliquez sur l'option souhaitée et connectez-vous via l'audio ordinateur ou appelez le numéro présenté. Le webinaire est en accès écoute seul, mais vous pouvez poser des questions en les saisissant dans le menu questions du panneau de commande. Nous les consulterons et nous y répondrons en fin de présentation. Et si vous nous rejoignez à partir d'une salle de réunion, merci de me préciser d'ores et déjà le nombre de participants dans cette salle par un message dans la zone questions. Alors, le webinaire est enregistré et la vidéo sera diffusée sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Vos questions impliqueront la diffusion de vos noms, prénoms et fonctions et de toute autre donnée que vous communiquerez à cette occasion. Donc, en conséquence, vos questions vaudront autorisation d'enregistrement et de diffusion. Les informations associées aux droits d'auteur d'enregistrement sont détaillées dans un document partagé autorisation webinaire. Voilà. Donc, je vais présenter le document de Magali. Alors concrètement, aujourd'hui, Magali nous présente son parcours de chercheur autour de l'utilisation de l'hypnoanalgésie dans un service d'hématologie. Donc, je diffuse. Je pense que vous voyez correctement le document. Magali, c'est à vous. Merci. Bonjour, je suis Magali Granger, donc je suis infirmière en hématologie clinique comme l'a précisé Monsieur Freinet. Déjà, je remercie de m'avoir permis de parler de ma vie de chercheur, même si c'est pas facile de parler de soi. Voilà, donc je vais pouvoir vous expliquer un peu le parcours qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et avec le prix du poster qui est derrière, ça concrétise bien je trouve tout ce qui a pu être fait dans le service et tout l'accompagnement que j'ai pu avoir. Donc, on va pouvoir passer à la diapo 1. Voilà. J'ai mis en diapo 1 en fait mon parcours professionnel, ce que j'ai eu comme diplôme, le diplôme d'état infirmier. Et puis en 2013, j'ai eu un DU douleur. Et en 2013 également, j'ai commencé à me former sur l'hypnose, un institut privé émergence qui est à Rennes sur la douleur aiguë. En 2016, sur la thérapie brève. Et en 2019, en fait, j'ai passé d'un certificat de bonne pratique en recherche en formation au CHU de Rennes. Ce que j'ai oublié de mettre sur cette diapo, c'est que ça fait 10 ans que je travaille en hématologie en fait. Depuis que je suis diplômée, je suis infirmière en hématologie clinique adulte. Voilà. On va pouvoir passer à l'autre diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'ai fait différentes formations qui ont questionné ma pratique. Tout d'abord, le DU douleur, en fait, après être sortie de l'école d'infirmière, et après avoir, on va dire, je me sentais à l'aise dans les soins infirmiers d'hémato. J'étais assez focalisée sur la douleur du patient. J'avais cette sensation où les patients en hématologie ont des chimios intensives avec des douleurs qui peuvent être de la mucite ou des douleurs abdos. Et il y avait déjà plein de choses faites dans le service, mais j'avais envie d'apporter un peu plus. Donc, je me suis orientée vers un DU douleur de prise en charge de la douleur. De prise en charge de la douleur du patient à Rennes. Donc, ça a changé des choses d'un point de vue médical. En fait, j'ai travaillé beaucoup avec les médecins du service. On a mis en place tout ce qui était PCA, les pompes à morphine. On a mis en place aussi des formations en interne pour tout ce qui était surveillance dentalgie de niveau 3 avec mes collègues infirmières, avec mes collègues aides-soignantes. Également, on a mis en avant le fait de tout ce qui était fait dans le service sur le soin du confort du patient, fait avec beaucoup d'implication de la part des aides-soignantes dans le service, et pour les mettre aussi en avant sur tout ce qu'elles font de bien, en fait, et en les
en les valorisant en fait sur tout ce qu'elles font. Donc ça a été quelque chose qui m'a vraiment plu, et de parler beaucoup du confort et non de la douleur du patient. De changer un peu le vocabulaire où très facilement on dit est-ce que vous avez mal, et plutôt de demander au patient vous sentez-vous confortable. Voilà. Donc suite à ce DU, en fait, j'étais toujours dans cette histoire de confort, donc j'avais envie de plus. Et donc, j'avais été un petit peu sensibilisée à l'hypnose pendant mon DU douleur, et j'ai proposé un projet en fait dans le service d'accompagner en fait les gestes invasifs en douleur aiguë par de l'hypnose. Donc, j'ai présenté à mon encadrement ainsi qu'au chef de service, Monsieur Lamy, qui ont validé ce projet. Donc, j'ai été formée pendant 1 an sur la douleur aiguë. Donc, c'était une formation de 15 jours. Et donc, j'ai accompagné tous les gestes invasifs du service. Donc, les biopsies ostéomédulaires dont je parle là, donc, qui ont souvent apportent beaucoup de douleurs physiques aux patients et de douleurs psychologiques, parce que souvent derrière, il y a un diagnostic de cancer qui est posé, donc avec des angoisses de mort assez importantes. Et puis, c'est souvent des actes qui sont répétés. Donc, si le premier acte est un peu vécu difficilement, c'est très difficile pour les actes qui suivent après. Ensuite, il y avait également tout ce qui était sonde nasogastrique. En fait, c'est il y a quelques années, un des médecins du service greffeur qui a apporté dans le service l'intérêt de poser des alimentations en fait par voie, on va dire, entérale et non parentérale, pour éviter diminuer le risque infectieux. Et puis, par rapport aux greffes, ça permettait un meilleur péristaltisme, et puis de diminuer les risques de rejet de greffe, de moelle osseuse. Donc, ces sondes nasogastriques sont arrivées un peu en masse. Alors, ça faisait partie des actes qu'on n'avait pas l'habitude de faire en hémato. Donc, quand c'est nouveau, ça apporte toujours un peu d'appréhension. Et comme je sortais de la formation d'hypnose, on m'a dit, je posais très souvent les sondes. Alors, j'essayais de faire bien. Voilà, on va dire ça pour l'instant. Puis après, je vais vous expliquer la suite. Pour les ponctions lombaires, alors il y a beaucoup de ponctions lombaires également dans le service, puisque c'est des ponctions de diagnostic et thérapeutique, puisque les médecins injectent de la chimiothérapie et du médrol également au niveau de la moelle. Et donc, c'était compliqué pour les patients, puisque c'est des ponctions itératives, donc souvent avec des ancrages en fait psychologiques. Quand il y en a une qui ne s'est pas bien passée, c'est difficile pour eux. Donc, je leur ai appris à créer des zones on-off de douleur, en fait, comme s'il y avait un interrupteur. En fait, on peut diminuer cet endroit-là pour diminuer la douleur. Donc voilà. Et les VVP, effectivement, je parle des VVP parce que en hématologie, dans les services d'onco, souvent ils ont des capitales veineux, on va dire, assez restreints, avec s'ils n'ont pas de voie centrale de poser, ou s'il y a besoin de poser une voie périphérique en plus pour poser des antibiotiques, c'est souvent des voies qui sont un peu soit fragiles, petites et difficiles. Donc j'ai appris par le système parasympathique avec l'hypnose à faire gonfler les veines, en fait, tout simplement, et donc pour pouvoir avoir un meilleur calibre et pouvoir poser des perfusions plus facilement pour le patient. J'ai mis également les cibles, donc ça c'est les chambres implantables. Donc parfois dans l'urgence, le patient qui arrive et qui n'a pas eu le temps de poser le patch EMLA, on n'a pas le temps d'attendre 2 heures pour poser un produit pour le patient. Donc j'utilise également l'hypnose dans tout ce contexte-là, de douleur très aiguë en fait. Et puis plein d'autres que peut-être j'oublie. Et puis, il y a également, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. On en arrive à l'hypnose et thérapie brève, parce que la douleur aiguë, on a fait le tour. Et puis, à un moment, le patient, il y a aussi beaucoup de douleurs un peu plus, on va dire, chroniques, avec tout ce qu'on peut appeler anxiété, insomnie, des angoisses de mort assez importantes, parce que les patients qui viennent en hématologie clinique, c'est des patients qu'on pourrait qualifier de chroniques, en fait, qui viennent souvent, pendant 1 année, voire 2 années. Donc, c'est des patients qui ont des angoisses qui peuvent augmenter au fur et à mesure du temps de leur passage, en vue de rechute parfois, et des difficultés qu'ils ont. Donc, j'ai appris à les aider. L'objectif étant qu'ils fassent leur propre auto-hypnose, pour que quand ils soient chez eux, ils aient la capacité de trouver des ressources en eux, tout simplement. J'ai également noté les soins palliatifs, parce que dans le service d'hématologie, nous avons 3 lits dédiés aux soins palliatifs. Alors, parfois, il peut y avoir plus de patients de soins palliatifs et parfois un peu moins. En attendant, je vais voir ces patients-là prioritairement également pour leur apporter des ressources en eux et pour recréer le lien avec leur famille. La plupart du temps, les familles sont souvent présentes dans le service. Donc, je propose de faire la séance en laissant le conjoint ou l'enfant dans la chambre, et de faire également, par voie de conséquence, la séance à la personne présente. En fait, ce qu'on peut remarquer à la fin de cette séance,
c'est que le patient et l'accompagnant recréent un lien. En fait, ils peuvent reparler de quelque chose que chacun a vécu d'une façon totalement différente, mais qui permet de se rapprocher, parce que parfois cette maladie et ce soin palliatif, cette fin qui arrive, peut créer on va dire des anxiétés, et puis surtout des distances en fait entre eux. Voilà, donc la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et donc la recherche dans tout ça, donc par hasard, totalement au début, clairement au début, totalement au hasard, donc sur un échec. Un échec sur une sonde nasogastrique. En fait, une patiente qui était autogreffée, donc on posait la sonde nasogastrique à J1 de l'autogreffe sur un myélome, une patiente qui avait un myélome, donc avait déjà une PCA, donc une pompe à morphine parce qu'elle était douloureuse avec une mucite de grade 3, des nausées importantes, donc elle était sous seringue de Pliticant et de l'Argactide, donc qui sont des antiémétiques qu'on met en hématologie, et également une dame qui était très très anxieuse, qui était sous Xanax 3 fois par jour, avec également des antidépresseurs. Donc au moment où je fais l'anesthésie locale, bien sûr, pour tout ce qui est douleur induite, pour que le patient soit confortable, je pose la sonde et arrivé au carrefour aérodigestif, la dame me repousse la main en me disant « ça suffit, si c'est moi qui fais toute seule, ce sera plus facile ». Donc une dame qui était totalement aidante dans le soin, donc ça ne correspondait pas en fait à la dame que j'avais devant moi, donc je lui dis oh, d'accord, et donc je lui dis faites. Et donc elle pose sa sonde, elle déglutit toute seule et passe ce carrefour aérodigestif sans aucun problème. Donc ça m'a remis un peu en question, en fait je me suis dit oula, qu'est-ce que je fais en fait, je veux toujours tout faire à leur place, finalement est-ce que c'est la bonne solution? Donc je me suis dit bon, il faut peut-être que je revoie ce qu'on fait et comment on peut améliorer les choses. Donc, au fur et à mesure du temps, dans les autres patients que j'ai vus, je les ai laissés d'abord prendre leur sonde nasogastrique qu'ils ont posée eux-mêmes tout seuls. Et puis après, en utilisant la communication thérapeutique, donc c'est quelque chose qui peut être reproduit par des collègues qui ne sont pas forcément formés hypnose, mais qui ont une sensibilisation à une autre façon de parler aux patients, avec des mots différents. Et du coup, après, au fur et à mesure du temps, j'ai même laissé le patient faire son anesthésie locale. Alors, la différence qu'il y a actuellement dans le service, c'est que j'utilise l'hypnose en plus. Et quand j'utilise l'hypnose, je ne fais plus d'anesthésie locale, en fait. Mais mes collègues qui ne sont pas formés hypnose font l'anesthésie locale et font en communication thérapeutique, laissent le patient poser la sonde nasogastrique par lui-même. Donc ça a été vraiment le début de tout, en fait. Également un succès dans le sens où la demande médicale, en fait, au début, j'ai été un peu, ils m'ont demandé, alors surtout les jeunes internes, en fait, qui me demandaient de les accompagner lors des biopsies ostéomédulaires, et ils ont vu que c'était confortable pour eux. Donc, ils ont souhaité que je revienne plus souvent, si bien que ça a eu effet boule de neige. Les chefs ont voulu voir aussi comment ça se passait, donc ils programmaient des biopsies ostéomédulaires quand j'étais là, pour voir, et ils ont vu que c'était extrêmement confortable pour le patient et pour eux. Donc vraiment, ça a vraiment eu un effet boule de neige de masse en fait, où toutes les BOM étaient programmées quand j'étais là. Donc l'hypnoanalgésie, je mets après que c'est une pratique de plus en plus plébiscitée dans le service par les patients et les professionnels médicaux et paramédicaux, mais peu reconnue dans le sens où ce qu'on entend par l'hypnose actuellement dans les médias, c'est plutôt au bloc, en anesthésie, pas dans les services en fait d'oncologie. En tout cas, ça commence tout ça, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est détaillé. Dans le sens aussi peu valorisé par le fait que c'est pas tarifé. Donc, ça fait pas partie des actes qu'on peut qu'on peut tarifer à la Sécu pour que ça rapporte de l'argent dans le service, parce que c'est aussi ça les choses. Hein. Donc, c'était un premier pas pour... je me suis perdue. pour évaluer et prouver l'intérêt et les bénéfices de la recherche en soins. En fait, comment montrer l'intérêt de l'hypnose? Parce qu'à ce moment-là, en fait, dans ma vie d'infirmière, j'avais 20% de mon temps dédié à l'hypnose et je voulais montrer aussi que ces 20% étaient importants, même s'il n'y avait pas de tarification, je voulais que ce 20% se pérennise en fait. C'était aussi un de mes objectifs. Je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc la concrétisation, donc j'ai continué à travailler en fait sur les sondes nasogastriques, et donc en 2018 en fait la concrétisation a été par l'intervention au Congrès international d'hypnose et de douleur aiguë à Saint-Malo, donc avec des gens qui sont soit formés en hypnose, soit intéressés par l'hypnose.
Il y a également eu un article qui a été publié puisque je voulais montrer en fait ce que ça pouvait apporter aux patients et surtout que c'était faisable par d'autres équipes ailleurs, dans d'autres centres hospitaliers. Donc, j'ai fait de façon prospective l'enquête et la recherche, en fait, j'ai noté le nombre de patients que je voyais. J'ai pu remarquer que si un patient vomissait sa sonde nasogastrique, il la reposait sans aucun souci, malgré une mucite qui s'était aggravée et des nausées qui étaient peut-être un peu plus présentes. Il pouvait la reposer jusqu'à 4 fois pendant la même hospitalisation, ce que nous n'arrivions jamais à avoir quand le patient ne la posait pas par lui-même. Et il s'est même avéré que certains patients, à des hospitalisations ultérieures, souhaitaient poser leur sonde nasogastrique eux-mêmes sans même que je sois présente, en fait, puisqu'ils avaient intégré le geste. Donc voilà, donc il y a également eu l'hypnose et les soins palliatifs. Je vous ai dit que j'allais voir beaucoup les patients en soins palliatifs. Donc on m'a demandé d'intervenir en fait cette année, donc une première fois en mars, puis en septembre à l'UCOG. Donc l'UCOG, c'est tout ce qui est oncogériatrie, mais Bretagne. Et la SOFOG, en fait, c'est oncogériatrie, mais francophone, en fait. Donc je suis intervenue au congrès et j'ai montré une vidéo d'une patiente que j'ai accompagnée en soins palliatifs pour lui apporter des ressources en elle, pour que le temps soit plus confortable pour elle et pour qu'évidemment l'objectif étant que cette patiente puisse retrouver ses ressources en elle et puisse refaire cet exercice pour qu'elle se sente mieux dans le temps qui lui restait en fait. Donc ça c'était ça. J'ai également du coup présenté un poster au congrès de l'AFSOS. Donc ça, l'AFSOS, c'est l'Association française des soins de support en oncologie en octobre 2019 sur l'hypnose en soins palliatifs, en accompagnement de soins palliatifs en hématoclinique adulte. Ensuite, il y a les BOM, donc ça, c'est les biopsies ostéomédulaires. Donc, comme je vous ai expliqué, j'avais remarqué quand même que les médecins étaient très friands que je sois présente quand il y avait des biopsies ostéomédulaires. Donc, avec ma canne Madame U, je lui ai proposé de postuler un projet qui s'appelait le donc elle m'a aidé beaucoup à construire le dossier ainsi que le chef de service également, Monsieur Lémy, qui l'a beaucoup voulu. Et donc j'ai été sélectionnée et j'ai pu avoir une somme allouée pour cette recherche. Cette recherche, par contre, elle était monocentrique et bon, voilà, elle était intéressante puisque l'objectif principal était toujours le confort du patient. Les objectifs secondaires, c'était de voir que la douleur du patient diminuait, qu'il y avait également un confort du praticien. Et en dernier objectif secondaire, j'ai fait une étude rétrospective sur les différentes biopsies ostéomédulaires et j'ai remarqué que quand j'intervenais lors des biopsies ostéomédulaires en hypnose, le prélèvement était de meilleure qualité. Donc en fait, tout simplement, objectivement parlant, j'ai repris tous les dossiers des patients, j'ai regardé les résultats en anapath. Il faut savoir qu'un diagnostic est posé en hématologie, un diagnostic certain, à partir de dilogète. En fait, quand la biopsie ostéomédulaire, quand la carotte fait dilogète, le laborantin, l'anapath, peut poser le diagnostic. Il s'est avéré que quand j'étais présente, 75% des prélèvements étaient de qualité supérieure ou égale à dilogète versus 45% quand le patient bénéficiait de la BOM et du méopa pour être plus confortable quand même. Donc de là, en fait, j'ai exposé ça et on m'a dit OK. Donc j'ai eu le CORESP et quelques jours après, Madame Boissard en fait m'a contactée pour me proposer de participer au projet RPM, donc recherche paramédicale du GIRC Hugo. J'ai été présélectionnée et bon, j'ai pas eu le prix. Alors ça a été une grosse sensation d'échec au début quand même parce que je me suis dit mince, tout ça pour ça, puisque j'avais l'impression d'avoir loupé quelque chose peut-être. Alors tous les gens de la DRC, là, Monsieur Fin, m'ont expliqué que non, en fait, la recherche était aussi ça, c'était des échecs pour pouvoir mieux rebondir à chaque fois et pouvoir réussir à porter un projet et peut-être le présenter ailleurs. Donc, c'est ce que j'ai fait en fait, puisque quand je l'ai présenté au GIRC Hugo, au RPM, il est devenu multicentrique. En fait, grâce d'ailleurs au réseau que je remercie beaucoup parce qu'en 3 jours, j'ai envoyé le sujet et 13 centres m'ont répondu de façon positive pour faire partie du projet. Vu la somme allouée, on ne pouvait choisir qu'un seul centre. J'ai choisi le centre en fait qui me disait qu'ils étaient formés et qu'ils avaient du temps d'allouer en fait pour que ce soit plus simple puisque j'avais plus que 2 jours pour présenter le projet.
Donc, c'est donc le CHU de Tours qui avait été présélectionné. Donc, voilà. Donc, le prix n'a pas été... Enfin, j'ai pas obtenu le prix et j'étais un petit peu triste quand même parce que j'ai l'impression que je n'allais pas réussir à faire ce que je voulais. Et comme le corps médical est assez soutenant, comme je vous expliquais, les labos sont venus voir un jour le docteur Moignet. Il lui a proposé un prix de 20 000 euros qui s'appelle le prix initiative des laboratoires Insight. Et elle a proposé mon projet en fait, qui a été validé. J'ai également été présélectionnée et j'ai gagné le prix en fait partagé avec un autre projet. Donc, on va pouvoir faire l'étude avec Tours pour en fait cette biopsie ostéomédulaire pour voir ce qu'on peut apporter comme confort supplémentaire aux patients. Donc, et demain, à voir dans la suite quoi, ce qu'on pourra faire de tout ça, si on peut encore augmenter ou pas. Quoi. L'autre diapo, s'il vous plaît. Hop. Donc là, c'est juste pour montrer le poster, l'article et la déclaration CORESP. Vous pouvez passer à l'autre diapo. Je parle juste quand même de mes difficultés dans cette diapo-là, puisque ce qui était difficile pour moi, en fait, c'était d'intégrer toute la méthodologie de la recherche, qui était quelque chose de totalement nouveau, puisque moi, je suis de l'ancien diplôme, donc on n'a pas appris ça à l'école d'infirmière. C'était également de réussir à rédiger, synthétiser un projet. C'était compliqué pour moi. Bon, j'ai eu beaucoup d'aide de mes encadrantes et des médecins, donc c'était vraiment bien. Faire un poster, c'était également, j'ai l'impression de rien comprendre à comment il fallait utiliser un PowerPoint, donc voilà. Également trouver le temps, parce que forcément, quand on fait de la recherche, c'est quand même, on est sollicité sur notre temps personnel, puisque si on veut bien travailler, si on veut aller voir les patients en hypnose, on ne peut pas y voir les patients en hypnose et faire de la recherche en même temps. Donc, j'ai beaucoup travaillé chez moi. Trouver les ressources dans le sens où il fallait trouver les bonnes personnes qui puissent m'aiguiller. C'est ce qu'on a trouvé après. On a réussi à trouver tout ça. Partager son expérience, parce que j'avais l'impression en fait de ne pas pouvoir partager mon expérience de chercheuse pour voir comment les autres faisaient, et j'avais cette sensation parfois d'être un petit peu seule. Mais ça, tout ça s'est résolu parce que j'étais à des formations recherche du CHU et j'ai vu qu'il y avait d'autres gens en fait. Ça fait du bien de voir qu'il y en a d'autres. Je veux bien la diapo d'après, s'il vous plaît. Et les apports, en fait, d'un point de vue de la démarche de la recherche paramédicale, donc d'un point de vue très général, c'est une reconnaissance de l'hypnoanalgésie dans son intégration dans notre pratique. Donc, c'est aussi une formation en interne de mes collègues paramédicales. C'est également une formation d'une autre collègue, Cécile, qui a été formée cette année à l'hypnose et douleurs aiguës et qui a, du coup, depuis le mois de novembre, 20% de son temps d'alloué à l'hypnose. De mon temps à moi également, qui a été augmenté à 40%. Donc actuellement, en hématoclinique adulte, on est à 60% en hypnose pour la prise en charge de la douleur et du confort du patient. Et de l'ouverture pour d'autres pratiques des soins de support, puisque il y avait déjà plein de soins de support, mais du coup, c'est vrai que ça donne envie aussi à mes collègues, comme mes collègues qui font AMAS et aide aux malades en ambulatoire, pour tout ce qui est suivi de lymphome, pour tout ce qui est Karama également, le suivi des carticelles, autogreffe. J'ai une collègue également qui a 50% ETP dans le service, donc éducation thérapeutique, pour toutes mes collègues aussi qui sont dans la greffe, l'allogreffe, les carticelles. Donc tout ça, ça crée de l'engouement et ça favorise en fait et ça permet de montrer tout ce qu'on fait de bien ici, quoi. Ensuite, il y a le patient, une approche différente du patient. Il est beaucoup plus participatif aux soins. Une réflexion plus fine de ma part sur comment faire autrement et encore mieux avec une autre réflexion, plus de créativité. Et puis, pour le patient, mais aussi pour l'équipe paramédicale et médicale, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment bien, quoi. Une collaboration renforcée, une cohésion d'équipe et une fédération vraiment entre nous autour d'un projet. C'est vraiment très, très agréable de voir les gens qui sont les collègues infirmières, aides-soignantes, les cadres, les médecins. Tout le monde est vraiment soutenant et puis chacun apporte sa petite pierre en fait. On est peut-être investigateur principal d'un projet, mais derrière, il y a plein d'autres personnes en fait. C'est également d'un point de vue plus personnel des rencontres, de belles rencontres comme au JFRS de la semaine dernière. D'ailleurs, je remercie les gens qui ont voté pour le poster. C'est également des rencontres au sein de l'hôpital, des gens que je ne connaissais pas du tout d'un point de vue administratif comme tout ce qui est DRC, tout ce qui est direction de recherche. C'est vraiment très, très agréable. Des gens
du coup avec d'autres outils que moi je ne maîtrise pas et du coup qui sont très aidants pour moi. Une nourriture intellectuelle qui m'apporte une motivation vraiment très très importante et une dynamique d'évolution professionnelle forcément puisque je vois les choses différemment. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que c'est ma dernière diapo. Je crois que c'est bon. Voilà. Donc voilà, donc j'ai resté un petit peu de temps, j'ai accéléré à la fin parce que pour voir s'il y a des questions. C'est parfait, Magali, merci, merci beaucoup. Je vais remettre cette diapositive. Hop là, excusez-moi. Voilà. Non, effectivement, un joli parcours et puis des termes effectivement qui sont appréciables à entendre. On oppose pompe à morphine, ponction lombaire, anesthésie à des termes beaucoup plus doux tels que alternative douce, confort, confort plutôt que douleur, même dans l'approche avec le patient, c'est ce que j'entendais. Alors parmi les alternatives douces, l'hypnose bien sûr, c'est ce qu'on présente aujourd'hui. En existe-t-il d'autres? Par exemple, je ne sais pas, est-ce que des expériences avec le casque d'électrostimulation, par exemple, est-ce que vous avez d'autres approches douces à présenter? Alors dans le service actuellement, il y a ce qu'on appelle Music Care. Donc c'est par la musique en fait. Mes collègues, j'ai des collègues, plus d'une dizaine de collègues qui ont été formés en fait par un organisme pour les patients mettent un casque, ils ont une tablette et ils choisissent une musique pour créer un apaisement et une ressource. Donc ça peut également être utilisé lors de gestes invasifs, effectivement, quand ni moi ni Cécile ne sommes là en fait pour accompagner le médecin. D'accord. Il y a également l'aromathérapie qu'on a dans le service pour diminuer les anxiétés, pour tout ce qui est en lien avec la fin de vie et puis les nausées. On utilise ça aussi dans le service, en alternative douce, comme vous dites. Et l'esthétique aussi, la socio-esthéticienne qui intervient 2 fois par semaine dans le service. On a également une écrivain public qui vient dans le service au lit des patients, en fait, au chevet des patients et qui crée avec eux soit des histoires ou qui leur fait la lecture. Voilà, on a tout ça, je crois que. Ouais. Alors, une question de Sophie Pajot, à partir de quel âge pensez-vous qu'un patient peut être considéré comme autonome pour la pose d'une sonde nasogastrique? Sophie est IDE de pédiatrie au CHD. D'accord. Eh ben, pour en avoir parlé avec mes collègues d'hématopédiatrie, puisque du coup, je leur ai montré mes films et maintenant, elles utilisent en fait cette méthode pour les enfants. Je pense qu'un enfant, quand il est capable d'entendre, de comprendre, peut-être, je sais pas, 5 ans peut-être, en tout cas, eux, ils le font très vite. En fait, elles laissent le patient poser sa sonde nasogastrique tout seul. Elles disent que quand ils sont tout petits, c'est très facile. Ce qui est plus compliqué quand ils sont adolescents, mais par contre, ça a été quelque chose d'assez important pour les filles qui sont en pédiatrie, puisque du coup, l'enfant qui a besoin, qui sort par exemple la journée et qui revient le soir, peut du coup enlever sa sonde pour la journée et la reposer le soir pour avoir l'alimentation, ce qui fait que physiquement, il n'y a pas cette marque en fait qui montre qu'il est encore plus malade. D'accord. Moi, je m'interrogeais, et je vais certainement pas utiliser les bons termes, et je m'en excuse en avance, mais existe-t-il des patients réfractaires à l'hypnose? Est-ce que l'hypnose ne peut pas être quelque part considérée comme une pratique assimilée spirituelle? J'avais dit que j'allais pas utiliser le bon terme, mais voilà, l'hypnose, c'est pas du réel, c'est pas un cathéter, c'est pas. Alors, qu'en pensez-vous là-dessus? Alors, je vais vous répondre forcément non. Et puis, je vais vous amener une explication derrière. En fait, on souhaite ou on ne souhaite pas de l'hypnose. Clairement, le patient lui propose une sonde nasogastrique, on n'est pas obligé, puisque c'est une autre façon de communiquer avec lui. D'accord? Pour tout ce qui est acte ou accompagnement hypnotique, on propose au patient. Si le patient vous dit non, c'est qu'il n'a pas envie et on respecte le patient. Si le patient vous dit oui, ça veut dire que ça va aller. Après, il faut toujours avoir cette position basse comme on a à chaque fois près d'un patient. C'est-à-dire que si ça fonctionne, ce n'est que grâce à lui. Si ça ne fonctionne pas, c'est que je n'ai pas amené les bons outils. C'est toujours ma façon de leur expliquer. Et pourquoi je vous dis que ça fonctionne? Puisqu'il y a une étude qui est sortie au niveau de l'hypnose. Alors, tout ce qui est, vous savez, les anesthésistes ont beaucoup plus de moyens que moi au niveau des IRM, etc. En tout cas, il y a eu une caméra thermique qui a été mise en place. Moi, j'ai fait partie de l'étude, du coup, en 2018, où on pouvait, de façon très objective, on mettait une main comme ça, avec une caméra thermique dessus, et on créait une analgésie et surtout on apportait soit du froid, soit du chaud en fonction de ce que la personne voulait. Et on voyait de façon thermique
la main qui changeait de couleur, qui perdait soit 3 degrés ou qu'on prenait 3-4. Donc forcément, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Donc après, ça, c'est Oui. Alors, dans une de vos slides, si la pas de la recherche… magie. Non, Pardon. c'est pas de la magie. Mais bon, je sais que parfois. Dans une de vos slides, j'ai noté si la recherche est une réponse à un échec, je m'en réjouis bien sûr, si la recherche peut contribuer à résoudre un échec. On l'a d'ailleurs largement constaté que lors des GFRS qui ont été tenus la semaine dernière à Angers, on s'aperçoit que nombre de vos collègues paramédicaux s'aguerrissent à mesure du temps à la recherche et développent des activités parce que du temps commence à leur être alloué, parce que des financements commencent à leur être alloués aussi. C'est vrai que vous dites une forme d'échec à ne pas avoir reçu le prix du réseau recherche paramédicale du GIRC. Vous avez reçu un prix pour un poster, c'est peut-être l'étape suivante. Et puis, En fait, allez-y. non, ce que je voulais dire, en fait, quand on fait un dossier comme ça prend beaucoup de temps, en fait, beaucoup d'énergie. Et comme je vous expliquais le parcours, à chaque fois, j'ai eu des réponses très positives. Et là, j'ai eu une réponse négative. Donc, voilà, c'était la première. À mon avis, on m'a expliqué que c'était la première d'une longue série par rapport à plein de choses que je proposerais. Donc ça, je l'ai bien compris. Et après, c'était rien. Enfin, c'était vraiment parce qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, justement. Il faut se dire que si c'est pas passé là, ça va sans doute passer ailleurs. Il faut vraiment rester dans cette optique-là. Et c'est là où l'encadrement a tout son intérêt, puisque nous, peut-être qu'en tant que soignante, on n'est plus objectif de la situation à ce moment-là. Et par exemple, Madame Hu, elle a eu cette capacité à prendre le recul et à faire rebondir les choses. Après, effectivement, moi, toute seule, à ce moment-là, je ne l'avais pas forcément. D'accord, je peux comprendre ça. Alors, le temps court, je vais quand même restituer la question de Monsieur William Tamik. Bonjour, quels arguments avez-vous utilisés pour convaincre l'équipe médicale de vous laisser utiliser l'hypnoanalgésie? Travail de fin d'études, hypnoanalgésie et douleur aiguë au bloc opératoire. William est étudiant IADE au CHU de Brest. Quels arguments? D'accord. Comment j'ai fait? D'abord, j'avais été voir mon encadrement paramédical parce qu'il faut que je sois soutenue par ma propre hiérarchie, ce sont mes cadres. Et après, si j'ai pas le soutien des médecins, ça pouvait pas coller en fait, clairement, puisque c'est quand même des actes très aigus. J'ai été leur montrer par A plus B en fait que la sonde nasogastrique, c'est eux qui voulaient que les patients l'aient, mais que s'il fallait que le patient l'ait, il fallait qu'il accepte la sonde. Donc on a montré par l'hypnose, en fait, tout simplement, hein, j'ai noté les patients. J'ai fait une checklist, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, de façon rétrospective. J'ai noté le nombre de patients qui avaient une sonde nasogastrique. Quand j'étais intervenue, quand ils vomissaient, combien de fois elle était reposée, combien de fois, quand j'intervenais pas, elle n'était pas reposée, en fait. C'est avéré que quand la sonde n'était pas posée en autonomie par le patient, jamais elle n'était reposée. En fait, le patient refusait cette pose de sonde de nouveau. Ouais, c'est la preuve scientifique, en fait. C'est clair. Pour le médecin, c'est ça. Et pour les BOM, c'est pareil. Et effectivement, au début, ils veulent voir d'abord, je pense, puis après, quand ils comprennent l'intérêt pour tout le monde, il faut objectiver en fait les choses, je pense. C'est en tout cas un message très clair. Il y a de l'engouement, il y a de l'envie. Une toute jeune chercheuse qui s'aguerrit, et donc c'est une très bonne nouvelle. Merci Magali. Je restituerai, William s'associe à mes remerciements. Je restituerai d'éventuelles autres questions par mail ultérieurement. Il y avait une petite vingtaine de personnes qui se sont loguées aujourd'hui, mais je pense beaucoup plus à nous entendre puisque dans le CHD de Vendée, il y avait 8 personnes malgré tout. Donc, voilà, des gens vous entendent et des gens pourront vous entendre en replay puisque nous diffuserons cette vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Donc, merci pour ce dernier Ma vie de chercheur de l'année. Le prochain rendez-vous des après-midi de la recherche du réseau paramédical et innovation du GIRC, ce sera le jeudi 9 janvier 2020. Ce sera un café lecture. Le programme affiné sera diffusé tout prochainement. Je vous invite à bien suivre les informations qu'on reporte dans le blog La recherche paramédicale. Merci à toutes et tous et bonne fin de journée. Merci encore Magali. Merci à vous. Au revoir.